Hello, bienvenue dans cette nouvelle émission où je vais vous présenter mes achats de l'été. L'été n'est pas encore terminé, mais il y a déjà beaucoup de choses à dire depuis la dernière vidéo. Allez, on y va. J'ai profité de l'offre à 10 € proposée par Urban pour me procurer le premier tome de Barbaric. Barbaric, scénarisé par Michael Morici et dessiné par Nathan Gooden, est proposé en VO par Vault Comics. Ce tome regroupe les 3 premiers épisodes qui forment la première mini de ce comics Barbaric. Barbaric, c'est qui? C'est Owen. Owen qui subit une malédiction et qui va être accompagné d'une hache. Doué de pensée, il va être obligé de promulguer le bien suite à cette malédiction. On voit les 3 sorcières qui lui lancent la malédiction. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça. C'est plutôt fun. Pour 10 €, ça passe. À voir pour les prochains. J'en garde un bon souvenir pour les avoir lus en VO à l'époque. Mais c'est vrai que c'est surtout l'accumulation du lore via les mini qui donne sa saveur à cette série. Sur le premier tome, je dirais que c'est honnête, mais c'est pas le must-have qu'on doit avoir pour ce collection. Mais à 10 €, c'est vrai que ça fait taf. Après, l'édition, elle est plutôt petite, format classique, comics classique, et assez petit, assez fin. On n'est pas sur du grand format, comme d'autres Urban disent, on est vraiment sur des formats comics purs et durs. Pour une centaine de pages, je comprends tout à fait qu'Urban n'ait pas eu envie d'aller beaucoup plus loin. Surtout qu'avec leur grille tarifaire, le deuxième numéro sera à 17 €. Nani ? On enchaîne avec un tome qui me permet de compléter au fur et à mesure ma collection. Il s'agit du tome 17 de Baki aux éditions Meian. Baki de Keisuke Itadaki, c'est une saga de baston très connue. Et là, nous sommes dans la partie du tournoi. Le tournoi, somme toute, quelque chose d'assez classique dans les shonen. Et là, on retrouve un tournoi où on va découvrir au fur et à mesure les différents adversaires, les différentes techniques, avec un combat avec le maître du karaté Doppo Orochi qui est de retour. Voilà. Ça fait partie de l'affrontement sans doute le plus mémorable de ce tome. Le second trade paperback de Conan le Barbare, Conan the Barbarian, toujours édité par Titan aux États-Unis et scénarisé par Jim Zub, et cette fois dessiné non plus par Robert Delator, mais par Doug Braithwaite. Graphiquement, on est sur un style assez différent de Delator, qui lorgnait sur Buscema. Là, on est sur un style assez différent, mais qui marche plutôt pas mal, avec beaucoup plus de violence, avec aussi des rappels au passé de Conan, avec notamment toute son histoire avec Bélite. A noter dans cette édition que, comme pour la première, on a un petit article sur Robert E. Howard, ainsi que quelques couvertures alternatives, quelques variantes cover, cette fois un peu plus gros que sur le premier. J'ai eu le trade paperback avec la variante, avec cette couverture signée Jaili, mais il y avait 3 choix possibles pour ce trade paperback, qui a une couverture connectée. Voilà. Dessiné par, si je ne me trompe pas, Patrick Zircher, plutôt de toute beauté. Je vous en ferai un retour quand j'aurai lu véritablement ce tome. Vous m'avez posé la question VO-VF, bon, finalement j'ai pris la VO, et pour une raison assez simple, puisque c'est le même prix globalement, mais ça prend 2 fois moins de place, voilà. On est quasiment à 2 tomes. 2 tomes pour 1, donc le gain de place n'est pas négligeable, et puis le souple, j'aime plutôt pas mal. On enchaîne avec une autre série manga, le 42e tome de Berserk, voilà, de Kentaro Miura aux éditions Glénat. A noter, alors je crois que c'est le cas pour les premières éditions, que celle-ci bénéficie toujours d'un petit poster sur les premières pages. Celui-ci n'est pas forcément extraordinaire, mais bon, voilà, il a le mérite d'exister. Donc, reprise du titre suite au décès de Miura par le studio Gaga et sous la supervision de Kujimori, l'ami d'enfance de Kentaro Miura. Le 9e
trade paperback. Et oui, déjà 9 d'Amazing Spider-Man de Zeb Wells, avec pas mal de choses, pas mal de dessinateurs. Donc ça reprend les épisodes, donc First Strike, Gang War First Strike, et que les épisodes 39 à 44 d'Amazing Spider-Man. On a du Zeb Wells, du Cody Ziglar, du John Romita Jr., du Joe Vasquez, Julian Shaw, Scott Hanna, Marshall Benitz et Brian Valentia. Donc pas mal de monde. Toujours quelques couvertures variantes qui sont plutôt sympathiques. Celle-là est vraiment plutôt sympa. Voilà. Sachant qu'on arrive quasiment à la fin du run de Zeb Wells, puisque celui-ci ne fera que 12 trade paperback. On approche au fur et à mesure de la fin. Après Baki, j'ai craqué pour la nouvelle édition, là aussi proposée par Mayon, toujours dessinée par Keisuke Itagaki. Voilà, la version de Baki, New Grappler Baki, donc qui est la réédition de la deuxième série autour de Baki, avec cette couverture inédite, dessinée spécialement par l'auteur pour cette réédition par Mayon. Voilà, je la trouve vraiment plutôt sympa. Le truc c'est que je les ai déjà. Mais franchement, cette deuxième partie est véritablement de meilleure qualité que la première. Je la préfère beaucoup. Pour avoir lu les deux, l'histoire est quand même vraiment... Allez, on reste dans le domaine de Baki, dans l'exagération maximale, mais elle reste plus sympathique de mon point de vue, qu'elle est un petit peu plus poussée, il y a un peu plus de choses. Voilà, je vous mets aussi la sous-jaquette. Il y a plusieurs pages couleurs au début, mais pas beaucoup. Voilà, il y a une page couleur. Voilà. Donc on est toujours sur le même style, mais franchement c'est vraiment très efficace. En grand format, on peut vraiment bien apprécier les dessins. Alors, on est quand même sur quelque chose de plutôt sympathique, et on est sur une version qui est un tome et demi, donc ça sera en 17 tomes au lieu de 31. J'en avais parlé, c'était un tome que j'attendais puisque j'avais bien apprécié le film qui changeait quand même pas mal de choses, et il s'agit cette fois chez Vestron de Transformers The Movie. Voilà, un beau petit pavé qui reprend à la fois la première histoire faite dans les années 80, donc l'adaptation du film faite par Marvel, au scénario Ralph Macchio, dessiné par Don Perlin, puis la version IDW, Budiansky et Don Figueroa, et enfin le What If, Brandon M. Easton et Priscilla Tramontano, qui se passe à la fin, et si tout ne s'était pas prévu comme avant. Voilà. Ce tome bénéficie également d'un petit marque-page, je vais essayer de mettre dans le bon sens. Voilà. C'est pas... Sachant que bon, c'est vrai que j'aime bien le film par ses côtés très iconiques, bien animé, la musique, les doubleurs, Orson Welles, Leonard Nimoy, voilà. Mais bon, le comics en tant que tel n'est pas extraordinaire. On ne retrouve pas toute la tension qu'on peut avoir, notamment sur l'affrontement Optimus Prime Megatron, mais bon, ça reste pas mal. Moi, je vais passer un bon petit moment de lecture. On enchaîne avec ce 9e numéro de The Adventure of Die Dragon Quest, le numéro 9, voilà, qui a mis du temps à sortir. Les cours, ils ont du mal, les cours Tonkam, ils ont beaucoup de mal à sortir les tomes. Ça reste dans la lignée des précédents, c'est vraiment très sympathique. Alors, on a un tournoi dans ce numéro, voilà. Mais vraiment... si vous aimez Dragon Quest de Riku Sanjo et de Koji Inada, franchement, ça vaut vraiment le coup. Que serait-ce une vidéo achat sans intégrale? Voilà, il y a évidemment une intégrale, l'intégrale de Hulk 1969, qui marque la fin des épisodes scénarisés par Stan Lee et dessinés en très grande partie par Herb Tramp. Donc on retrouve au sein de cette intégrale les épisodes The Incredible Hulk 111 à 121. Pas hyper fan des dessins d'Herb Tramp qui vraiment va gagner au fur et à mesure, et de la colo qui est très agressive, je trouve. On me dirait que c'est le propre des intégrales de mettre des couleurs trop flashy, mais là sur ce tome là, en fait, comme il y a assez peu de détails, ça dépend des encreurs, vous me direz, mais sur certaines choses ça passe. Je trouvais que c'était un peu flashy sur cette intégrale de Hulk. Pour le moment, on n'est pas encore dans la meilleure partie de Hulk. Le run de Stan Lee se termine et après il enchaîne avec Roy Thomas,
puis après on va arriver sur des périodes des années 70 plus intéressantes. On l'attendait depuis longtemps, ce fameux spin-off à Dragon Quest, le spin-off The Hero Haven and the Dark Lord of Hellfire, donc de Riko Sanjo et de Yasaku Shibata, toujours aux éditions Tonkam. Donc un volume qui n'est pas perfect, donc on aura une petite frise, je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes qui sont sortis au Japon, et bah ça va nous raconter tout simplement le passé d'Avan, le maître de Dai, et franchement c'est pas mal, franchement c'est plutôt sympathique, à voir si ça va pas être trop délayé dans le temps. On a eu plus d'1 an entre l'annonce et la sortie du tome, donc voilà, à suivre. Mais franchement j'ai trouvé que c'était un petit shonen très sympathique, qui va pas forcément révolutionner le lore de Dragon Quest, mais qui se lit vraiment très bien, sans déplaisir, et c'est important des fois. Panini avait sorti pas mal de titres sous le format collection de printemps des comics et autres grandes sagas, etc. Et récemment, ils ont baissé les prix pour les faire passer à 3 €, et j'ai acquis de cette manière plusieurs tomes, dont l'Arme X de Barry Windsor-Smith, que je ne possédais pas en format physique, et donc je me suis dit que c'était l'occasion à 3 € de l'avoir. L'Arme X, qui est une œuvre assez emblématique du mutant griffu. J'avoue que sur certaines pages la couleur est peut-être un peu flashy, voilà, mais je me demande comment ils vont faire passer en version noir et blanc tous les dialogues qui sont identifiables par une couleur en fonction de qui parle. Mais c'est vrai que cette planche en noir et blanc, je pense qu'elle doit être absolument démente. Donc je jetterai un coup d'œil pour voir ce que vaut la version noir et blanc. Et c'est vrai que là déjà, on peut constater toute la maestria de Barry Windsor-Smith sur les détails, sur son sens de la composition des pages, etc. Donc un récit qui reprend Marvel Comics présente du numéro 72 au numéro 84. Une édition qui est plutôt propre. La quête de Thanos, voilà, de Ron Starlin et de Ron Lim, qui va être le prélude au Gant de l'Infini. Voilà, la recherche de Thanos des différentes pierres d'infinité ou gemmes. Je ne sais plus exactement maintenant entre les films et autres, c'est vrai qu'on a tendance à amalgamer les choses. Pas mal comme lecture. Et là aussi, pour 3 €, je l'avais pas en format physique. Bah, je trouve que ça vaut vraiment le coup. J'ai récupéré à 1 € pièce des mangas que je ne connaissais absolument pas. Une intégrale en 2 volumes, Saito, le guerrier divin, édité chez Black Box, de Tokichi Ishigama, qui était un assistant de Masami Kuramada sur Saint Seiya. On retrouve d'ailleurs un style qui est vraiment très proche au niveau des personnages, de l'ambiance, de plein de choses. On est sur de Saint Seiya avec les émotions, le dépassement de soi, plein de choses, plein de thèmes qu'on va retrouver dans Saint Seiya. Petite frise en 2 tomes, franchement je trouve que le travail est plutôt très sympathique, et c'est vrai qu'à 1 € pièce, il n'y avait pas de véritable raison de se priver. Toujours dans la collection Marvel Pocket, j'ai pris le tome 2 de The Boys de Garth Ennis et de Darick Robertson. On continue dans la suite des aventures des petits gars. Donc le 2e tome, franchement, je trouve que l'édition est plutôt vraiment pas mal. C'est vrai que la version, quand on voit la différence avec un comics normal, bah, on est quand même assez proche de la taille du comics normal, hein, il faut dire ce qui est. Voilà, je vous mets... c'est un peu plus petit, certes, mais franchement, c'est pas énormément plus petit, c'est vrai, voilà. Donc ce qui fait qu'on a quand même des planches qui sont lisibles, une police de caractère qui est vraiment lisible aussi, et, voilà. Et The Boys, c'est vrai qu'à 26, je crois que c'est 26 € les tomes simples, 10 € pour la même chose. Je pense qu'il n'y a pas trop à réfléchir. J'ai également pris pour tester la Full Color de Dragon Ball. Voilà, je n'ai pris que le 1er tome pour voir un petit peu de quoi il en retournait. Je vous montrerai, donc toujours édité par Glénat et Takira Toriyama, je vous mettrai quelques planches comparatives avec la version Perfect, qui a pas mal de chapitres en couleur. Alors je trouve ça, c'est pas mal, mais en fait je trouve ça un peu dommage quand on voit le niveau qu'on peut avoir sur certains comics de colo. Je trouve que là ça aurait pu être vraiment mieux.
Des fois les aplats de couleurs sont vraiment trop des aplats. Il y a des choses qui marchent pas, voilà, des cases comme ça, toutes jaunes, toutes violettes. Il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qui marchent très bien. Si je vous remets une planche avec le Kamehameha, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Voilà, cette planche-là notamment est plutôt pas mal. Après, après voilà, celle-là, j'aime pas. Quand il y a des trucs comme ça, un petit peu comme ça, ça me gêne toujours un petit peu. Le violet comme ça, je pas du tout. Et du coup, ils changent de couleur, ils font. Alors, en fait, on a violet, jaune, bleu. Voilà, je trouve que ça aurait pu être plus harmonisé. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans cette colo. Mais bon, j'ai testé. Le premier tome, je garderai ma perfecte. J'ai récupéré gratuitement avec mes différents bons dans les magasins ces 2 tomes de Dr Slump d'Akira Toriyama, version perfecte, édité par Glénat, qui a un tome qui doit être une des premières éditions, voilà, qui est celui-là, qui est un peu plus jaune, qui est beaucoup plus épais, le grammage du papier est vraiment complètement différent, d'ailleurs il pèse beaucoup plus lourd, c'est assez, on peut voir la différence de taille, hein. C'est assez symptomatique, il est beaucoup moins souple que le troisième. Donc bon, Dr Slump le présenter, c'est toujours les histoires d'Arale et de ce professeur Dr Slump qu'il a créé, puisque Arale est un robot. Voilà, c'est du gag manga, quelques pages en couleur, où je préfère largement cette colo. Alors certes, c'est pas la même chose, mais je préfère cette colo à la version full color de Dragon Ball. Je trouve que il y a plus de nuances, il y a plus de travail, il y a plus de choses. Alors peut-être aussi que je préfère le côté pastel sur certaines choses, mais bon. Tome que j'ai récupéré à 2 €, le premier tome de Tough. Tough, dur à cuire, aux éditions Tonkam. Ça faisait partie des mangas de baston que j'ai vraiment poncé à la Fnac il y a bien une vingtaine d'années. C'est vraiment, voilà, c'était Kibo, l'héritier d'un art martial assassin qui fait que se tabasser. Alors je vous montre les planches un peu de bagarre, mais franchement c'est plutôt pas mal. Il y avait une ambiance dans Tough. Alors que j'ai regardé, c'est la 5e édition du manga, qui a eu au minimum 5 éditions de publiées par Tonkam. J'aimerais bien qu'il ressorte une réédition, parce que bon, voilà, on a du Baki, on a du Kengan Ashura, du Kengan Omega. J'aimerais bien que d'autres mangas de baston puissent retourner un petit peu sur le devant de la scène, parce que celui-ci, avec sa suite Free Fight, vaut vraiment le coup. Et bon, si on pouvait avoir une édition un peu plus quali, la première édition était surtout connue pour avoir des feuillets qui se barrent au fur et à mesure, des pages qui, quand on les ouvre, volaient partout. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'ai chopé ce tome, il y en a une 40aine, je crois, je le revérifierai, mais voilà. Sympathique, disons que pour 2 €, petit bonbon nostalgique qui fait plaisir. Peut-être l'achat le plus lourd du mois, il s'agit de cet omnibus Amazing Spider-Man de David Michelinie et d'Eric Larsen. Donc première partie Amazing, avec on a les Amazing 287, 324, 327 et 329 à 350. Puis après on a les épisodes de Spider-Man que Larsen a repris après McFarlane. Donc on est vraiment sur un omnibus qui suit le précédent les 2 précédents du coup, le minibus de McFarlane sur Spider-Man et celui de Michelinie et McFarlane sur Amazing Spider-Man. Sachant que là on est sur quand même une vingtaine d'épisodes, donc au moins 3 ou 4 intégrales. Venom bien sûr, mais également les Sinister Six qui font leur retour puis leur vengeance, avec un Doc Ock dans ce style avec son costume, mais pas très sympathique dans le comics, puisque c'est vraiment un pourri. Puis après on a la partie Revenge. Donc c'est du bonbon des années 90, pour ceux qui apprécient le style de Larsen. Voilà, on n'est pas sûr. D'ailleurs, c'est là d'où vient une bisbille avec Peter David vis-à-vis du personnage de Hulk, avec ces épisodes de Revenge of the Sinister Six. Voilà. Les deux s'aiment pas beaucoup d'ailleurs. Ils sont un petit peu répondus, l'un a répondu à l'autre. Je vous remettrai les photos pour que vous sachiez de quoi je parle. Voilà, donc un petit omnibus qui va bien trouver sa place dans la collection des Spider-Man.
continue mon exploration du monde d'Hokuto no Ken avec certains des spin-offs. Et notamment celui-ci, le spin-off La Légende de Rei, donc, qui est au scénario Tetsuhara Buronson et Yasuyuki Nekoi. Donc un style un petit peu différent forcément de ce qu'on peut retrouver côté Hokuto no Ken. On a une ville contrôlée par les femmes avec tout ce que ça peut avoir comme impact. Est-ce que je peux vous montrer des scènes que je censurerai, bien sûr. Hop, c'est en 3 tomes, je n'ai que le premier, mais c'est plutôt pas mal. Toujours dans le monde d'Hokuto no Ken, La Légende de Julia. Donc il y a un tome beaucoup plus petit que les autres, hein, du coup on peut le voir, hein, donc beaucoup plus petit, qui est toujours avec les auteurs Hara Buronson, mais cette fois avec Akimi Kasai. Voilà. C'est un style, alors on dit que c'est du shoujo, je sais pas trop exactement si c'en est ou pas. On retrouve 2 petites histoires, à la fois Julia et Ken, et après Julia et Shin et Jusa. Voilà. Bah c'est pas mal dans le sens où ça permet toujours un peu de développer cet univers, de voir que des choses ne se sont pas faites au hasard, car il y a pas mal de choses qui arrivent, les relations entre les personnages. Je passais un bon petit moment de lecture, c'est pas extraordinaire, mais ça fait. Enfin, les derniers tomes dans l'exploration du lore d'Hokuto no Ken, les tomes de La Légende de Toki. Donc, toujours de Tetsuhara et Buronson et de Yuka Nagate. Donc on va suivre finalement l'histoire de Toki sous cette version. En fait, si vous avez lu Hokuto no Ken, vous connaissez ce personnage de Toki, l'un des 4 frères. Et en fait, sur les 3 tomes, donc le premier, le deuxième et le troisième, on va suivre véritablement l'histoire plus développée. En fait, c'est comme s'il y avait une parenthèse, c'est-à-dire qu'on a repris les éléments de Hokuto no Ken pour faire une histoire beaucoup plus longue, beaucoup plus développée, avec beaucoup plus de relations, mais globalement, on suit exactement la même histoire. Mais c'est plutôt pas mal, en fait, graphiquement, je trouve que ça fait vraiment le taf. On a vraiment des scènes qui sont assez belles, des affrontements emblématiques, voilà, entre les 2 frères notamment. Et ça permet de faire un petit peu plus de lien entre ce qui se passe dans Hokuto no Ken et l'histoire, le lore. Donc bonne pioche pour moi que ce spin-off de Toki. Récupéré à 1€ pièce, j'ai pris le premier tome de Prince Norman d'Osamu Tezuka aux éditions Cornelius. Premier tome sur 3, les 2 autres vont être un petit peu compliqués à trouver puisque en fait ils ne se vendent que par intégrale des 3 tomes. Voilà, je vais voir ce qu'il en est, en tout cas pour 1€. Voilà, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, je vous mets la petite vignette, le petit lien, et voilà, je n'en m'étale pas plus sur ce titre que je trouve vraiment très très bon. Et cette édition qui est plutôt assez quali. Dans les éditions quali, eh ben, il y a cette Perfect de Slam Dunk de Takehiko Inoue aux éditions Kana. Voilà, franchement, je trouve que l'édition est plutôt sympathique. On a toujours sous jaquette. Je trouve ça toujours assez sympathique de voir ce qu'il y a derrière. Voilà. On commence à suivre les débuts de Sakuraji et c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est assez sympathique. Le papier est de très bonne qualité. L'histoire est aussi vraiment pas mal. En tout cas, c'est une version qui mérite son nom de Perfect. Alors, certes, il y a pas mal de petites choses qui ne sont pas. On n'a pas, par exemple, les mots de l'auteur. Il y a certaines choses qui manquent. Voilà, c'est pour ça que des fois, les versions uniques sont assez intéressantes. Mais bon, voilà. Pour ceux que ça n'intéresse pas d'avoir les mots de l'auteur, etc., bon, ça reste une édition qui est quand même vraiment, vraiment pas mal. Je vais essayer de ne pas la bousiller, ça serait bien. C'était le comics que personne n'attendait pour fêter les 90 ans du personnage. Et oui, grâce à Hachette, on a eu droit à cette réédition des strips de Flash Gordon. Et j'avoue que pour cette collection, ça s'emballe un petit peu. J'ai l'impression de passer mes semaines à acheter un nouveau titre. Donc on a le premier, le second et le troisième tome. Voilà. Donc c'est vraiment une édition plutôt très quali, format à l'italienne. Et on retrouve dans Alex Raymond, qui est peut-être un des dessinateurs les plus connus sur ce strip
de Flash Gordon, qui nous rend des planches vraiment très sympathiques. Donc ça, je vais vous montrer d'ailleurs son évolution graphique, parce que c'est assez marquant, graphique, et aussi au niveau de l'organisation. Donc on peut voir là qu'on est sur un panel assez fourni, pas mal de pages, et puis un style académique, mais sans plus. Et quand on passe, je vais vous mettre directement le 3e tome, là on a vraiment des planches en très peu de temps. On a des planches déjà qui sont beaucoup plus larges, on a des dessins qui sont plus fins, des visages qui sont plus fins, des situations qui sont vraiment mieux exploitées. Et non, c'est là Alex Raymond, il nous sort des pages vraiment de toute beauté. Sachant que le 4e tome sera le dernier qui dessine, et après on changera de dessinateur. Moi, d'un point de vue patrimonial, je trouve qu'il est intéressant d'avoir ces tomes d'Alex Raymond. Après voilà, la suite on verra, c'est en 60. Je ne ferai pas les 60 parce que 60 ça prend beaucoup de place quand même, et un peu de sous, puisque voilà, on est passé après le premier tome très aguicheur à 4 €, le deuxième à 7 €, là on passe à 14 €. Voilà, ça commence à faire un petit peu. En tout cas, c'est vraiment plutôt sympathique. Et on va terminer par le tome que j'ai acheté par accident. Là aussi à un prix défiant toute concurrence. Et après recherche, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de Jikoku no Senki, dessiné par Toshio Maeda et avec Shiro Azuma au scénario. Donc on est dans quelque chose de... Est-ce que je mets voilà, on est quelque chose dans le domaine de la violence. Ça se rejoint un petit peu avec Golgotress. C'est sorti en 1977 a priori, de ce que j'ai pu lire. Toshio Maeda, qui est connu pour être l'homme tentacule, voilà, je vous mettrai, pour certaines œuvres qui sont interdites au moins de 18 ans, d'ailleurs celui-ci est interdit au moins de 18 ans aussi, hein. Voilà, je l'ai acheté sans le savoir, voilà, j'ai pris 1 €, je me suis dit tiens, un one shot sur une histoire un peu la Golgotress, et en fait on tombe sur un ex-policier qui est devenu chauffeur de taxi, mais qui est également tueur à gages, et celui-ci va exécuter des contrats pour sauver sa fille qui est à l'hôpital. Donc on a une ambiance très violente, sachant que ça a été fait fin des années 70, début des années 80, voilà. Donc là on a de la violence, mais on a également du sexe censuré, avec les parties génitales effacées et autres. Je vous montrerai pas de photos, je vous laisserai vous renseigner. Sachant que moi j'ai pas le tome 1, parce que voilà, 1 €, j'ai pas regardé si c'était le tome 1 ou le tome 13. Voilà, c'est une intégrale en 3 tomes. J'ai d'ailleurs pris le 3e tome, donc il manquera que le tome 1 à récupérer. Voilà, tome 1 qui est difficilement trouvable en tout cas chez Black Box, en dehors de l'intégrale. Une intégrale à 54 € pour 2 tomes pour 2 tomes sur 3 que j'ai déjà. Vous comprendrez que je ne le fasse pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est dans le style, c'est plutôt intéressant de voir cette violence débridée. C'est vraiment un manga de son époque, en fait, de l'époque où ça a été fait, dans les années 70. On retrouve cette ambiance un petit peu la Charles Bronson, avec ce personnage qui va vraiment pas hésiter à utiliser la violence. Donc c'est plutôt chaud, plus des scènes effectivement pour adultes. Il n'y a pas, je crois qu'il y a je suis même pas sûr qu'il y ait une seule histoire, peut-être une dans ce que j'ai lu, donc une dizaine de chapitres où il n'y a pas de sexe, sinon il y en a forcément une. C'est un petit peu dans le cahier des charges, il faut qu'il y ait une scène, voilà, même si ça n'a rien à voir avec le scénario, il faut qu'il y ait une scène. Donc bon, ça peut aussi avoir un côté un peu gênant, de se dire bah oui, mais pourquoi la panthère qui s'est échappée, il y a des gens qui font crac crac, c'est quoi le rapport? Bref, en tout cas l'auteur, on peut dire ce qu'on veut sur l'auteur, qui est un peu spécial, hein, Toshio Maeda, il faut le dire. Graphiquement, il rend des planches qui sont quand même vraiment pas mal, vraiment pas mal. Au niveau de la composition, bah, on est sur les années 70-80, donc on est sur une composition peut-être un peu vieillotte maintenant, mais qui fait quand même vraiment le taf. En tout cas, il réussit à toujours montrer des choses. Il y a des scènes qui sont assez efficaces. Mais voilà, non, franchement, je ne connaissais pas ce dessinateur, je ne connaissais pas ce manga. Je suis
plutôt content d'avoir dépensé 1 € pour retrouver ce tome. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté pendant l'été, si vous avez un petit peu craqué votre portefeuille comme j'ai pu vous le montrer. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit, et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.